juste résolu sur la caméra. Un petit peu. Bonjour à tous, on va débuter ce webinaire d'ici quelques instants. Il y a un système de chat donc, qui est mis à disposition, vous pourrez poser vos questions à l'issue de la présentation. On est dans un cadre un peu inhabituel pour ceux qui ont l'habitude de suivre les webinaires. Est-ce que vous pouvez juste confirmer pour les personnes qui sont présentes que vous nous entendez bien? Alors, je vois que les gens sont en train de taper, donc a priori, c'est bon, parfait. Merci pour tout le monde. Alors, on est aujourd'hui dans les locaux de la FNIC parce qu'on a un webinaire partagé donc, avec la FNIC autour des points marques. Donc, ce qu'on va évoquer durant cette grosse demi-heure à passer ensemble avec les temps de questions-réponses ensuite, c'est un point sur le calendrier prévisionnel de lancement de ces points marques, le budget qu'il faut prévoir, qui est assez conséquent, on va l'évoquer d'ici quelques instants, les étapes à respecter pour obtenir son extension personnalisée, tout ce qu'on peut faire avec un point de TFD et notamment un petit peu la mode autour de l'intelligence artificielle et dans quel cadre il peut servir sur ces éléments-là. Et puis, quels sont des éléments plus juridiques, quel recours on peut avoir si un tiers candidate à un point marque, même que vous, et puis l'impact en fait d'un point marque sur la propriété intellectuelle d'une organisation. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Cédric. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc Cédric Michel Flandin, je suis expert point marque et responsable du business développement à la FNIC. Donc la FNIC, c'est l'Association française pour le nommage Internet en coopération. On est très heureux d'accueillir également Solinems aujourd'hui pour ce webinaire dans nos locaux. Merci. Et donc la FNIC, on gère une grande majorité des extensions Internet françaises, dont le fameux .fr, 4 200 000 noms de domaine, et puis des extensions géographiques comme des territoires ultramarins, comme le .RE pour la Réunion, le .Paris, le .BZH, qui a été lancé en 2012 lors de la dernière ouverture à Cannes, et puis le fameux point marque dont on va parler aujourd'hui, comme le point Leclerc, le point SNCF ou le point MENA, dont on est opérateur technique de registre, donc on gère techniquement ces extensions, et on reviendra dessus en détail avec Anthony. Anthony. Oui, bonjour à tous, Anthony Don, un des deux associés de Solinems, et je m'occupe plus particulièrement du développement logiciel, de surveillance de marque et de l'extranet client. Bonjour à tous, donc Jean-François Poussard, donc associé d'Anthony, donc fondateur de Solinems il y a maintenant presque 10 ans. Alors, juste un petit mot pour Solinems, pour ceux qui nous connaissent moins. Aujourd'hui, Solinems propose toute une gamme autour des noms de domaine Internet et Web3. Le point le plus important que vous connaissez sûrement, c'est l'aspect surveillance. On va détecter en fait des nouveaux enregistrements pour potentiellement repérer des abus et pouvoir le suivre. On est aussi un bureau d'enregistrement accrédité notamment auprès de la FNIC, donc la gestion de portefeuille de noms de domaine. On a un pôle récupération, alors pas du tout sur la partie litigieuse que nous laissons à nos partenaires juridiques de confiance qui sont bien plus experts que nous. Là, on va intervenir, c'est sur des rachats de noms de domaine déjà pris, notamment dans la phase de la création d'une nouvelle marque, d'un nouveau nom, et puis sur les backorders, sur les veilles de retomber dans le domaine public. On a également tout un accompagnement de cybersécurité, on l'évoquera un petit peu tout à l'heure avec Anthony, sur des protocoles tels que DMARC ou BIMI. Et puis, il y a un aspect qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans ce webinaire, c'est l'aspect de consulting sur les points marques où on va accompagner des porteurs de projets qui souhaitent candidater pour avoir leur propre extension. Alors justement, leur propre extension, on évoque depuis le début de points marques, mais peut-être si tu peux resituer, Cédric, exactement dessus. Alors on parle du premier niveau donc, du nom qui est présent dans la racine, vraiment au niveau le plus haut de l'Internet. Donc ce qui est à droite du dernier point dans une adresse Internet, dans une URL qu'on connaît tous. Et c'est l'occasion de rappeler qu'une adresse Internet, un nom de domaine, a été fait pour qu'un humain retienne un nom simple et
court, ce qui lui évite de retenir une série de chiffres, ce qui serait beaucoup plus compliqué. Donc en l'occurrence, dans l'exemple qui s'affiche, en point Leclerc, l'extension Internet est Leclerc, le registre, l'entité qui détient le point Leclerc est la CDLEC, et ils peuvent enregistrer autant de noms de domaine en utilisant des noms génériques, des noms propres à leur écosystème. Et en l'occurrence, on a location.leclerc, et ils ont aujourd'hui plus de 1000 noms de domaine enregistrés. Et concrètement, donc, quand vous avez un nom de domaine, vous êtes le propriétaire d'une adresse Internet. Quand vous avez votre propre extension Internet, vous êtes propriétaire de votre propre espace numérique. C'est vous qui en faites les règles, vous définissez vos propres règles, et donc on parle d'un espace numérique souverain, durable et maîtrisé. MMA, donc la société d'assurance MMA IRD, a déposé donc son point MMA, il le décline en beaucoup d'exemples également, donc on a zéro tracable pour MMA, et ce territoire numérique authentique, donc, officiel et souverain, permet aussi de se prémunir de nombreuses arnaques en ligne, comme le typo-squatting, l'usurpation d'identité, le phishing ou du spamming. Clairement, ça fait partie des raisons pour créer sa propre extension Internet. Ça va être ces éléments de sécurité qui vont faire comprendre aux utilisatrices, aux utilisateurs d'Internet que le point marque, il est sécurisé. Il y a d'autres intérêts à avoir sa propre extension Internet. Ça permet d'avoir une charte de nommage unifiée. Tout le monde, pas mal de groupes à l'international, sont parfois voient leur nom qui est déjà pris, souvent par un tiers légitime. Là, vous allez pouvoir avoir tous vos noms de domaine qui se terminent dans votre point marque. Ça renforce bien entendu l'identité de la marque, ça peut même donner un caractère notoire à votre marque et puis de le démarquer de vos concurrents. C'est un territoire numérique vierge qui vous appartient où vous pouvez donc créer vraiment tous vos noms. Cette possibilité, donc c'est une possibilité qui est très rare, qui s'offre à nous, parce qu'en effet, il s'est écoulé plus de 14 ans avant le précédent round où des candidats avaient pu demander la création d'une extension Internet. Donc, il y en a eu à peu près plus de 1100 qui sont aujourd'hui actives. Donc, il y a des extensions qui sont complètement génériques, .shop, .store, des extensions géographiques comme le .bzh pour la Bretagne. Mais 46% des candidatures ont été des points marques lors de ce premier round. Maintenant, on connaît enfin la date et ça va être un des éléments qu'on va évoquer d'ici quelques instants avec ce calendrier prévisionnel. Donc, ce calendrier prévisionnel, il a été annoncé par l'ICANN et il y a eu donc le 30 mai dernier la création d'un guide du candidat qui a été publié donc par l'ICANN qui permet en fait de poster aujourd'hui des commentaires sur ce guide avec plusieurs enseignements assez importants de changements qu'on a pu voir par rapport au précédent round. Déjà, et on ne va pas s'en plaindre pour en avoir accompagné quelques-uns par le passé, il y a enfin un statut officiel pour ces points marques qu'on a dans ce guide du candidat. Il faut une correspondance stricte entre le point marque et le marque enregistré. Le point marque est uniquement accessible à des entités juridiques constituées, donc un particulier ne peut pas avoir un point marque. Par contre, une entreprise, une organisation est éligible. Il faudra donc prouver que la société est bien titulaire de ce point marque et pour cela, ils vont utiliser le système de la Trademark Clearing House, donc qui est un système qui avait été mis en place pour les ayants droit lors du précédent round. Il permettait en fait notamment aux marques de participer au Sunrise Period, période d'enregistrement prioritaire pour avoir son nom de domaine en priorité. La Forêt, s'il y avait leur marque inscrite dans la PLCH, pouvait avoir laforêt.imo avant que ce soit ouvert à tous. Donc là, il y aura une nouvelle utilité de la Trademark Clearing House dans ce mécanisme. Autre possibilité, ça va être de proposer des chaînes de remplacement, jusqu'à 4 lorsque vous voulez candidater. Donc imaginons que le Puy du Fou demande Puy du Fou, mais il pourra mettre en remplacement, par exemple, le Puy du Fou, si un tiers demandait aussi Puy du Fou. Ce ne sera pas le cas, mais on a cette souplesse qui est ajoutée. Et un autre point qui est assez important, et Cédric va nous en dire quelques mots, c'est la préévaluation technique obligatoire d'un prestataire comme la FNIC. Tout à fait. Donc, la FNIC est en train de passer avec l'ICANN
une préévaluation, donc une sorte d'accréditation de son rôle d'opérateur technique de registre. Donc pour cela, on passe de nombreux tests auprès de l'ICANN, des tests de sécurité, des tests de performance, qui garantissent que les acteurs qui gèrent techniquement les extensions sont des acteurs de confiance. Donc pour cela, l'objectif est vraiment, pour l'ICANN aussi, de fluidifier le processus de ce qu'on appelle la délégation. C'est la naissance d'une extension pour qu'il soit le plus rapide possible et le plus fluide possible. Donc on peut dire que ce programme a été largement optimisé par rapport à la dernière ouverture de 2012. Et on comprend qu'on voit qu'il y avait quand même presque la moitié des candidatures qui étaient des points marques. Donc c'est très bien qu'il y ait enfin un statut et ces éléments techniques pour aller plus vite. Alors, se lancer dans une aventure d'un point marque, hein, ça prend plusieurs années et ça se prépare beaucoup en amont. C'est préparer un dossier important, il faut soumettre la candidature, la faire valider par l'ICANN, obtenir la délégation de son point marque, l'opérer techniquement, donc avec des opérateurs comme la FNIC, et puis enfin pouvoir utiliser ces extensions. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a eu la publication donc, avant l'été du candidat, et on a une fenêtre donc, de soumission de candidature qui est prévue donc, pour le printemps prochain, le 27 avril exactement, et durant 3 mois, on va pouvoir candidater, soumettre sa demande de création de point marque auprès de l'ICANN. En septembre, la liste sera publiée, donc on connaîtra tous les candidats et on verra s'il y a des mêmes personnes qui demandent, enfin s'il y a des personnes différentes qui demandent la même extension. Et puis l'ICANN donnera un ordre de passage dans ce dossier, pour étudier en fait ce dossier. Ce dossier donc qui sera étudié sur fin 2026 début 2027 avant de pouvoir signer son contrat avec l'ICANN. LICANN peut avoir 90 jours pour signer à partir du moment où on appuie sur le bouton vert là-dessus. Et puis, on pourra enfin, ensuite, exploiter ces noms donc, en 2027 ou plus tard, début 2028, selon l'ordre de passage à ce niveau-là. Donc, un calendrier précis et on a quand même bon espoir qu'il soit tenu, chose qui n'avait pas été le cas lors du premier round. Là, on est quand même sur des dates pour l'instant qui sont bien respectées. Alors, un des freins à la création d'un point marque, parce qu'on a ici cité pas mal d'intérêts, c'est son coût. Alors, pourquoi il y a un coût important? C'est qu'il y a plusieurs acteurs déjà qui interviennent. Oui, alors en premier lieu, on a l'acteur qui définit les règles associées au nom de domaine et aux adresses IP, donc tout l'adressage d'Internet, qui est l'ICANN. L'ICANN, c'est une communauté internationale, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps de mettre d'accord auprès de la communauté. Et puis, l'ICANN gère aussi la relation avec des registres. Un registre, c'est une entité qui détient, qui est propriétaire d'une extension Internet, comme VeriSign, l'entité aujourd'hui qui gère le .com, comme la FNIC et l'entité aujourd'hui qui gère le .fr, ou comme par exemple la Ville de Paris et l'entité qui gère le .paris. Vous devez passer effectivement par un opérateur technique de registre qui va mettre à disposition ces services d'enregistrement, également l'infrastructure qui va rendre l'ensemble des domaines disponibles dans le monde pour que l'ensemble de ces noms soient disponibles 100% du temps. Donc une infrastructure résiliente, c'est le cœur de métier de l'Afrique également. Et puis un opérateur de séquestre, c'est aussi une obligation qu'impose l'ICANN de passer par un opérateur de séquestre qui joue le rôle de l'entité de sauvegarde, donc de la base de données du registre. À la FNIC qui est en Europe un acteur majeur sur ce domaine et DENIC, nos homologues allemands, qui gèrent le point DE notamment. Et puis enfin, vous devez passer par un bureau d'enregistrement, comme Solinems en l'occurrence, qui va enregistrer de manière effective les noms de domaine en s'appuyant aussi sur les services de la FNIC. Ce bureau d'enregistrement aussi est en relation avec l'ICANN et respecte aussi l'ensemble des règles imposées par l'ICANN. Alors, l'ICANN, on l'a beaucoup évoqué, et c'est vrai que dans le budget, c'est eux qui prennent la part la plus importante. Aujourd'hui, l'ICANN a prévu de demander donc, 227 500 $ pour candidater, pour soumettre une demande auprès de cet organisme, donc une somme qui est
très conséquente. Donc, on a aussi les frais d'opérateurs techniques comme l'AFNIC, donc pour les points marques, où il y a un petit setup de 5 000 €, donc très peu par rapport aux 227 000 qui sont demandés. Et puis, vous allez avoir toutes les missions d'accompagnement quand cette candidature est confiée en fait à un partenaire. Nous, Solidnems, on se positionne comme accompagnateur de projet et on va intervenir sur le projet, son état d'avancement dans différentes étapes. Tout d'abord en réalisant une étude de faisabilité et d'opportunité, ensuite en préparant le dossier, en le soumettant, en faisant le suivi de cette candidature. Il y a tout l'aspect de contractualisation aussi auprès de l'ICANN et puis le lancement de l'extension à proprement dit. Donc, on estime à peu près à 300 000 € la création d'une extension, donc des frais dits de setup. Et puis, à gauche ici. C'est tout ce qu'on a à gauche ici, okay. Tout à fait. Et ensuite, on va avoir des frais annuels de gestion. Donc là aussi, il y a une dîme à payer auprès de l'ICANN, donc un peu plus de 25 000 $. Il y a des frais d'opérateurs techniques de registre, donc comme l'AFNIC à 15 000 €. On évoquait DENIC, donc pour les frais de terre de séquestre. Donc l'AFNIC qui a un partenariat avec eux, on est autour de 2 000 €. Et puis, il va y avoir les frais de votre prestataire d'accompagnement, de votre registrar, souvent en fonction aussi du nombre de noms de domaine qui sont enregistrés, en fonction des partenaires. Donc, on estime à peu près autour de 50 000 € le fait de gérer sa propre extension Internet. Donc, il y a un aspect budgétaire très important, clairement, la première année, avec ces frais de setup, en grande partie occupés par les frais qui sont demandés par l'ICANN à ce niveau-là. Alors, quelles sont les étapes à respecter pour créer sa propre extension Internet personnalisée? Déjà, il faut voir si votre marque est éligible. Alors, premier point, c'est votre extension doit faire un minimum de 3 caractères. Alors, ça exclut quand même beaucoup de marques qui seraient composées seulement de 2 lettres. Hein. Si vous prenez HP, ils ne peuvent pas candidater à un point HP. Alors, parfois, il y a des alternatives. Hein. Il y a quelques marques courtes comme H&M qui existent en fait déjà dans ces extensions pays. Hein. Louis Vuitton avec LV et la Lettonie, l'Olympique de Marseille avec le point OM. Il faudrait trouver un accord avec le Sultanat d'Oman pour cela. Donc, il y a parfois des alternatives, mais parfois, il n'en existe pas. Et donc, 2 lettres, vous ne pouvez pas vous positionner. Et puis, sur les 3 lettres, il faut faire aussi attention que votre lettre, le nom ne correspond pas à des codes ISO qui sont protégés, hein, comme ce que vous avez sur les dossards olympiques. Hein, donc, personne ne peut enregistrer FRA par rapport à la France ou USA ou ETH. On y reviendra d'ici quelques instants. Et puis, il est important aussi de vérifier que vous n'y ait pas déjà, parmi les 1100 extensions qui sont sorties par le passé, un nom qui soit déjà enregistré. Hein, si vous prenez le CASA, donc la marque de décoration d'intérieur, ce nom, cette extension, elle est déjà prise par Google, enregistrée, qui l'exploite et qui l'ouvre à tous. Donc, déjà, il faut vérifier si votre marque est éligible par rapport à la chaîne de caractères qui va être demandée ici. Donc, minimum 3, maximum 63, pas de chiffres, pas de caractères spéciaux, donc pas de SPRLET ou de dollars hein, là-dedans. Alors, quelles sont les étapes à respecter? Déjà, il y a un élément budgétaire très important, hein, on l'a dit, on l'a redit, on est dans beaucoup d'entreprises dans les budgets, donc c'est aujourd'hui qu'il faut prévoir 300 000 € pour l'année prochaine. Il y a toute la structuration du projet, c'est vraiment très important qu'il y ait un pilote dans l'avion, hein, clairement, donc quelqu'un qui soit moteur au sein de l'entreprise, hein, ça peut être des gens du juridique, de l'IT, du marketing, il faudra de toute façon un groupe de travail, mais c'est important qu'il y ait un pilote pour définir une gouvernance claire et un calendrier là-dessus. C'est très important aussi de sélectionner des partenaires, hein, donc des consultants comme nous, Solidnems, des partenaires techniques comme l'AFNIC. Sur ces éléments-là, c'est important aussi de bien préparer son dossier d'un point de vue juridique en rassemblant tous les documents qui vont être demandés par l'ICANN. Hein. L'ICANN ne donne pas une extension juste comme ça, il faut vraiment montrer patte blanche et puis anticiper potentiellement des conflits et réfléchir aux mécanismes de résolution à ce niveau-là. Donc, beaucoup d'étapes à préparer pour se lancer dans un point marque.
On va maintenant regarder les usages qui sont possibles autour d'un point marque, et puis notamment ces aspects techniques. Anthony, je te laisse la parole sur ce sujet-là. Ouais, merci. Avant d'aborder les aspects purement techniques, c'est déjà une opportunité, quand on crée son point marque, pour la souveraineté numérique, en fait, et la souveraineté tout court de la marque associée. Donc, dans le contexte géopolitique actuel, on voit qu'il peut y avoir des frictions qu'on n'aurait pas imaginées les années précédentes. Et donc, le fait d'avoir le rôle de registre et donc de pouvoir avoir la main sur toutes les décisions d'hébergement des données, de l'infrastructure et de choisir pour héberger ces données un territoire européen pour se conformer au RGPD, hébergé chez un hébergeur qui serait un cloud de confiance, en passant notamment par la FNIC en tant qu'opérateur technique de registre, c'est déjà une garantie supplémentaire pour sa souveraineté. Vous avez aussi un contrôle total sur la politique d'enregistrement. Qu'est-ce qui est enregistré par qui? Donc ça, c'est un pouvoir que vous n'avez pas en tant que locataire d'une extension existante. Il y a un contrôle total sur le DNS, y compris sur les choix d'architecture technique du DNS. Donc, moins de dépendance aux registres étrangers et aux représailles éventuelles dans une guerre commerciale et aux opérations extraterritoriales qui peuvent se passer avec des hébergeurs qui seraient soumis au droit américain, par exemple. Donc, vous avez un actif immatériel, stratégique et qui va permettre de renforcer votre souveraineté face aux risques géopolitiques. Donc, ça, c'est un point très important qui vient se matérialiser via des protocoles de sécurité que vous pouvez imposer au niveau de la racine DNS, donc de votre extension, pour durcir votre sécurité numérique. Donc déjà, vous pouvez imposer l'utilisation de serveurs DNS qui seraient souverains et résilients, en imposant une architecture Anycast. Anycast, c'est d'imposer l'utilisation de serveurs qui vont être présents non pas en 2 ou 3 exemplaires, mais en une multitude de copies qui vont pouvoir faire le mécanisme de résolution qui se passe chaque seconde quand vous consultez un site ou quand vous envoyez un mail. Vous pouvez aussi imposer au niveau de la racine l'utilisation de DNSSEC, c'est-à-dire le fait de vérifier, de signer cryptographiquement tout ce qui est écrit dans la zone DNS pour éviter que des cyberattaquants puissent forger des fausses réponses à des requêtes. C'est une des failles du DNS tel qu'il existe aujourd'hui que vient pallier DNSSEC. Donc ça, vous pouvez, pour l'ensemble des domaines qui seraient déposés dans votre zone, imposer l'utilisation de ce protocole-là. Idem pour les emails. Vous pouvez garantir un niveau de protection accru contre l'usurpation d'identité par mail en déployant des mécanismes comme des marques SPF et des KIM directement au niveau de l'extension. On verra des exemples qui ont déjà été mis en œuvre par certains gouvernements, et puis déployer BINI. Pour le volet web, vous pouvez aussi imposer tout le mécanisme cryptographique de comment et par qui peuvent être délivrés les certificats TLS et imposer que la consultation d'une URL sur votre TLD dans votre point marque soit toujours faite via la connexion HTTPS pour sécuriser. Et puis bien sûr, vous avez la main sur la politique de nommage, donc vous pouvez réserver et adopter une politique de nommage pour vos propres infrastructures pour avoir une maîtrise et une authentification des serveurs dans votre environnement technique. Et comme vous voyez l'intégralité de la zone DNS, vous pouvez automatiser et plus facilement centraliser la supervision des logs, des requêtages au niveau des serveurs DNS pour pouvoir être informé des tentatives de cyberattaque. Et bien sûr, comme dans votre TLD, vous choisissez la politique de nommage, ça rend quasiment impossible toutes les tentatives de cybersquatting et permet aussi de réduire les problématiques de phishing. Donc, pour illustrer un peu comment fonctionne cette protection des envois de mails contre les usurpations d'identité, je reprends rapidement le principe de fonctionnement. Ce qu'on va protéger, en fait, c'est le fait que quelqu'un ne puisse pas écrire un mail de la part d'une adresse de votre organisation sans en faire effectivement partie. Donc ça a été ajouté au cours du temps via 3 protocoles qui
justement repose sur le DNS, c'est des données publiques qui sont publiées pour garantir que quand quelqu'un envoie un email depuis son serveur de messagerie vers les destinataires, on puisse vérifier avec SPF que l'adresse IP du serveur qui vous écrit est bien rattachée au nom de domaine qui s'affiche dans l'adresse d'expéditeur, parce que dans le DNS, sur votre zone DNS, vous avez autorisé cette adresse IP à écrire. Deuxième moyen de vérifier l'authenticité du message, c'est de se fier à DKIM, qui est une signature cryptographique qui est ajoutée dans les entêtes du message et qui permet d'être vérifié pour savoir si le message n'a pas été modifié et également de se rattacher au nom de domaine officiel via l'accès à la clé publique qui est utilisée. Et côté réception, quand ces deux mécanismes passent, l'un ou l'autre en tout cas, on peut demander à appliquer la politique des marques, qui peut être soit de ne rien faire, soit de mettre en tant que spam, soit de rejeter carrément le message. Donc ça, c'est des mécanismes qui s'accompagnent aussi de petits messages techniques qui peuvent être collectés via une adresse technique RUA ici, et qui permettent de savoir si quelque part dans le monde, vous avez été victime d'une tentative d'usurpation sur votre domaine. C'est-à-dire que si des mails usurpés arrivent chez un prestataire, style Google, Office 365, pour ne citer que, et que les deux tests DKIM et SPF échouent, vous aurez un message technique qui sera envoyé à l'adresse que vous aurez choisie pour dire « Ok, là on a une tentative d'envoi, plus ou moins massive, qui ne passe pas les deux critères, donc c'est une usurpation d'identité. » Et vous pouvez être informé de ce type de cas. L'autre intérêt, dans le combat contre l'usurpation d'identité par mail, c'est de pouvoir ensuite déployer BIMI. Donc ça, c'est un autre protocole qui nécessite d'avoir déployé des marques et qui vous permet de demander l'affichage de votre logo officiel dans les correspondances mail au sein des clients de messagerie, des opérateurs qu'on voit à droite, comme Apple, Google, La Poste ou Yahoo. Ça, c'est un moyen efficace de rappeler aux consommateurs finaux ou même à vos interlocuteurs en B2B que vos communications légitimes, elles arrivent accompagnées de votre logo officiel. Et donc, c'est un moyen aussi d'avoir un rappel visuel pour habituer vos lecteurs à identifier un mail légitime de la part de votre organisation. Donc, tout ça, ça existe au niveau des noms de domaine classiques, mais on peut aussi l'implémenter au niveau du TLD, donc de l'extension. C'est ce qu'ont fait certains gouvernements, notamment sur le .gov.uk. Vous pourrez voir qu'il y a une protection qui est faite au niveau de l'extension en disant, par défaut, sur les sous-domaines éventuellement ajoutés au .gov.uk, on interdit toutes les IP d'envoi et on rejette en fait par défaut toutes les correspondances. Donc ça, c'est la politique des marques qui est appliquée, qui interdit à un pirate, un cybercriminel, de forger une fausse adresse mail en .gov.uk sur un sous-domaine qui n'existerait pas. Donc ça c'est au niveau de la racine .gov.uk et ça permet de protéger tous les noms de domaine sous cette racine-là par défaut. Si bien sûr on veut utiliser un nom de domaine particulier, on va publier une politique SPF et des marques spécifique qui va autoriser seulement les IP légitimes et conserver cette politique des marques stricte. Sur le .gouv.fr, on n'a pas le même niveau de protection, mais il y a néanmoins une entrée des marques qui permet de collecter tous ces messages techniques qui, en cas d'usurpation d'identité, permettent de surveiller en fait, ce qui se passe dans la zone .gouv.fr et de savoir si quelqu'un utilise un mot pour tenter de tromper en fait, les destinataires. Au niveau des nouvelles extensions, lors du round précédent, on a vu que le .bank et le .insurance aujourd'hui publient une entrée des marques spécifiques qui utilisent une extension du protocole des marques qui permet de protéger l'ensemble des sous-domaines derrière ces extensions. Et si on regarde ce qui a été mis en œuvre sur les deux extensions qu'on a pu citer précédemment, .leclerc et .bnp Paribas, aujourd'hui, il n'y a pas d'entrée spécifique pour protéger contre l'usurpation d'identité par mail, mais ce serait tout à fait possible pour ces acteurs-là, puisqu'ils sont titulaires de leur propre espace numérique, de protéger
leurs envois de mail directement avec ces mécanismes. Donc, si on résume, le point marque, c'est un atout pour votre sécurité et votre souveraineté numérique. Hein, vous vous situez au niveau juste en dessous de la délégation ICANN, au niveau du registre, et c'est vous qui contrôlez tout. Vous contrôlez la politique d'enregistrement, vous contrôlez l'infrastructure que vous allez utiliser pour opérer et héberger les données associées. Vous contrôlez, vous avez accès à l'ensemble de la zone pour cette extension, et vous pouvez donc imposer l'utilisation de certains serveurs DNS qui soient résilients et pour garantir que votre extension résout dans 100% des cas. Et vous pouvez ensuite, pour tout dépôt dans votre territoire numérique, imposer les mécanismes de protection contre l'usurpation d'identité par mail, contre l'usurpation des zones DNS ou sur la protection imposée, en fait, l'utilisation d'URL en HTTPS pour tous les sites qui seraient publiés là-dessus. Donc, ce contrôle-là, vous pouvez l'avoir qu'en ayant la main sur tout ce qui se passe au niveau du point marque. Bien sûr, après, politique de nommage, organisation de votre infrastructure ou surveillance automatisée de tout ce qui se passe au niveau de la zone, c'est des avantages que vous pouvez tirer de ce point marque. Donc voilà pour les aspects techniques, un peu plus techniques. Alors sur l'aspect justement de l'usage des points marques, aujourd'hui on a un peu plus de 370 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde et les nouvelles extensions à Internet représentent 45 millions de noms de domaine enregistrés. Par contre, si on regarde les top extensions en termes de statistiques, ça ne va pas être des points marques qui vont être beaucoup déposés. Hein. On n'est pas à des niveaux d'enregistrement de millions de noms de domaine comme les points online, les points store, les points site ou les points top ou les points shop à ce niveau-là. Les points marques vont avoir un nombre beaucoup plus raisonnable, hein, ce n'est pas le volume qui va faire l'importance, d'enregistrement de noms de domaine. Alors, des entités qui ont plus de 500 noms de domaine, il y en a très peu. En fait, hein, il y en a 8 aujourd'hui, dans une étude qu'on a pu produire l'année dernière suite aux 10 ans de ces lancements. Donc, il y a notamment Leclerc qu'on a évoqué et qu'on va encore évoquer. Il y a également donc, 36 points marques qui ont entre 100 et 500 noms de domaine, comme DBR, comme BNP Paribas, etc. 34 qui en ont entre 50 et 100. Et puis, on va voir que la majorité, en fait, n'ont parfois qu'un seul nom de domaine. Plus de 36% des points marques aujourd'hui n'ont qu'un seul nom de domaine, un seul nom de domaine qui est souvent imposé et donc qui n'utilise pas dans les faits. Ce nom qui est imposé, c'est NIC pour Network Information Center. Donc si on va aujourd'hui sur le site de NIC.sfr, il y a une présentation du .sfr, mais qui n'est pas actuellement utilisé par SFR. Alors quels sont les autres termes qui sont souvent utilisés pour des marques www, Home, Go, on a beaucoup de choses autour des ressources humaines aussi, comme jobs. On a des éléments qui sont liés à la technique, comme mail, comme cloud, comme API, etc. Parmi les usages qu'on voit et les nommages qui peuvent être utilisés, donc on a des personnes, des entités qui vont basculer leur site officiel en point marque, c'est le cas des cuisines Schmitt, par exemple. On va avoir aussi souvent l'utilisation de domaines génériques avec l'identifiant pays, au lieu d'avoir son nom, .pays, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir parfois avec des contraintes locales. Hein. Vous ne pouvez pas juste comme ça avoir un nom de domaine en .ca au Canada, il faut une marque enregistrée là-bas, ou un .eu en Australie où il faut une société là-bas. Là, vous pouvez sans problème créer votre marque sans être présent spécialement en Australie. Et on voit que des sociétés comme Weber, par exemple, ont pour leur partie française fr.weber qui va être utilisée. On a ça aussi avec les termes géographiques. Hein. Typiquement, Audi va certifier son concessionnaire en indiquant voilà, c'est mon concessionnaire Audi à Stuttgart, il a Stuttgart.audi. Leclerc, c'est pour ça qu'il y a aussi plus d'un millier de noms indiqués Cédric en point Leclerc, c'est qu'ils ont décliné les noms des villes où ils sont présents. Donc un Pessac.Leclerc va présenter les horaires d'ouverture du Leclerc de Pessac en banlieue bordelaise. Autre élément, on peut certifier son réseau. Hein, de BMW fait ça avec ses concessionnaires, avec son concessionnaire Wagner.bmw. On certifie que c'est un concessionnaire BMW. Et l'EMA va avoir la même logique avec cette
géographique en fait, de pouvoir certifier l'assureur de Paris Convention avec parisconvention.ma, pardon, pour cela. On évoquait Leclerc, je crois que tu as d'autres exemples à nous présenter. Oui, bien sûr. Alors, on va faire un focus sur Leclerc, sur les utilisations qu'ils peuvent faire aujourd'hui de leur extension. C'est sans doute le point marque, en tout cas pour nous, le plus mature, comme vous l'avez compris. Donc, en premier lieu, ils ont le nom officiel du groupe, c'est E.Leclerc, c'est aussi le nom de leur marque. Donc, un nom court, un caractère, avec le point qui est mis en avant aussi dans leur logo en orange, donc ils l'affichent aussi fièrement. Et puis, ils ont lancé donc une série de noms génériques comme location.leclerc. Vous avez peut-être vu aussi sur les camionnettes de location, les véhicules de location Leclerc, cette adresse. Des publicités à la télé aussi autour de leur nom générique comme bijoux.leclerc. Mais aussi, durant le confinement, ils ont lancé chez moi.leclerc, leur service de livraison de courses directement à domicile. Bien sûr, tu évoquais le site recrutement.leclerc qui permet aussi, avec cette adresse officielle, de contrer finalement les aspects menaces avec de fausses adresses. Les marques aujourd'hui sont assez ciblées autour de ces fausses annonces de recrutement en ligne parce que les personnes qui cherchent un emploi, a priori, donnent facilement leurs données personnelles lors de ces phases de recrutement. Et puis, en dernier lieu, on a qui est le moins cher.leclerc maintenant, qui était précédemment qui est le moins cher.com. Et avec l'adresse qui est le moins cher.leclerc, plus beaucoup de doutes sur quel hyper est le moins cher, quelle enseigne de la grande distribution est le moins cher. Voilà pour Leclerc. On a aussi quelques cas très intéressants, notamment dans ce que fait BNP Paribas, donc avec l'adresse mabanque.bnpparibas, qui regroupe l'ensemble des services en ligne offerts par la banque. Et puis, quand on consulte ces comptes, qu'on soit un particulier, un professionnel, on a un clic sur l'adresse connexion-mabanque.bnpparibas, donc qui est l'adresse officielle qui donne accès à ce contenu certifié. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'avec cette adresse, c'est bien la banque BNP Paribas qui est propriétaire de ce contenu et qui le diffuse sur la toile. Et il communique à ce titre aussi directement sur cette page, sur cette adresse de confiance, en précisant qu'il ne faut pas faire confiance aux autres adresses éventuelles. Donc, ils éduquent aussi leurs clients sur cette nouvelle adresse. Et enfin, on peut évoquer quelques GAFAM. Il y a Google, il y a Microsoft qui y sont allés et qui utilisent aussi leur extension. On évoquait le point Casa qui était géré par Google Registry. Google est aussi allé à déposer des extensions en masse. Le point Google, le point Google. Amazon également a déposé des noms génériques et les noms de leur marque. Alors Amazon a eu aussi une histoire avec quelques territoires qui n'étaient pas forcément d'accord pour qu'ils puissent exploiter le nom de leur marque des territoires amazoniens. Mais ça y est, ça a été un conflit qui a été résolu par la CAN et tout le monde a trouvé un accord. Et donc ils exploitent depuis maintenant 5 ans leur extension. Et on voit des très beaux projets autour de l'innovation comme alistudio.amazon, donc tout l'aspect intelligence artificielle, où Amazon est un acteur majeur et propose des services associés. Des services aussi en avant-première, Amazon Prime, tous les contenus en avant-première d'Amazon Prime sont diffusés sur primepremière.amazon. Et puis beaucoup de conseils autour des entrepreneurs, des petites structures qui sont aussi les principaux clients d'Amazon, donc avec smallbusiness.amazon. Donc voilà, les GAFAM y croient et c'est aussi un signe que ces extensions peuvent être vraiment avoir une vraie utilité. On voit qu'Amazon avait un site. Pardon. J'anticipais la prochaine fois. J'avais une étude. Oui, parce qu'à l'AFIC, beaucoup de nos clients registrent, mais aussi de marques qui s'intéressent à cette prochaine ouverture, nous poser la question. Et finalement, est-ce que le grand public, est-ce que les usagers d'Internet voient ces points marques? Est-ce que ça a une vraie utilité? Donc, à un moment donné, on est allé interroger les internautes eux-mêmes dans la rue. Et donc, on a commandité au cabinet MP2 fin 2024 une étude de perception du grand public sur ces nouvelles extensions Internet, donc focus sur le marché français.
étude que vous retrouvez aussi sur notre site internet. Et il s'avère qu'au cours de cette étude, donc déjà un internaute sur 4 nous a dit avoir été victime d'une cyberarnaque au cours de leur vie d'utilisateur, et qu'un internaute sur 4 également connaissait et avait déjà vu une adresse en point marque. Il citait notamment Leclerc, SNCF, MMA, et ça s'explique aussi parce que le marché français a été assez pionnier sur l'utilisation des points marques. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que les utilisateurs d'Internet voient ces points marques apparaître dans les URL. Et donc quand on les interroge sur ce que ça leur apporte, ça leur apporte plus de confiance, une meilleure fidélité à la marque, et ils vont déclarent aller plus facilement au bout des transactions sur des sites en point marque, de par ce contenu très officiel géré par la marque qui perçoivent bien. Donc ça confirme bien cette perception. Alors ce côté officiel, justement, va aussi intéresser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pour une entreprise de pouvoir communiquer son contenu officiel sur un point marque, les différents agrégateurs et assistants IA vont reconnaître en fait que le contenu qui est produit sur un point marque, c'est une source qui est fiable, qui est officielle. Et pour les utilisatrices, utilisateurs finaux, ça va leur permettre d'accéder à une information qui va être vérifiée et certifiée. Et par rapport à toutes les fake news, des informations qu'on peut connaître, on ne sera pas sur du contenu trompeur, ce sera le contenu officiel de la marque. Donc, à ce titre, le point marque peut être vraiment intéressant pour certifier l'IA et avoir du contenu qui est certifié et fiable. Et aussi, ça peut être un argument au sein des entreprises. On sait que les budgets au niveau de la direction juridique ou la direction IT sont parfois assez contraints, mais qu'on arrive à trouver aujourd'hui les budgets pour l'intelligence artificielle. Donc, d'arriver à pousser son projet point marque en prenant cet argument-là, ça peut peut-être aider à convaincre les entreprises aussi en interne de s'intéresser de plus près à la création de sa propre extension interne. Alors, on va terminer sur plus des aspects de propriété intellectuelle. On pourrait se dire, qu'est-ce que je peux faire si un tiers candidate au même nom que moi? Alors, on sait que dans le droit des marques, ça existe, il y a plein de noms de marques différents dans des secteurs d'activité différents, Lotus, Polo, Puma, la marque de sport, la voiture, etc. On peut avoir aussi des homonymes tout à fait légitimes pour des noms courts. Imaginez que quelqu'un lance un point pour les clubs de lecture et qu'il appelle ça LCL, club de lecture, on pourrait, LCL, se trouver en concurrence avec ces éléments-là. Et d'ailleurs, lors du premier round, on a clairement des entreprises qui ont eu cette approche un petit peu défensive face à des projets qui ont été médiatisés. MMA, on le citait tout à l'heure, a candidaté sur le point MMA parce qu'il y avait des projets autour des arts mixtes. Voilà. qui était en projet. Si on prend la marque Orange aussi, elle a bien fait candidater au point Orange parce que Donuts, donc est un des acteurs très important dans ses premières extensions, a demandé le point Black, le point Blue, le point Green, le point Red, etc. Donc on avait vraiment toute cette série de couleurs, donc ils ont bien fait aussi de préempter. Ça peut être aussi un risque qui est plus important quand vous avez un nom qui est un petit peu plus descriptif. Total a bien fait de faire le point total parce qu'il y a bien quelqu'un qui a fait le point global de façon ouverte à tous. Et puis il y a aussi les projets des cryptos TLT, il y en a plusieurs centaines qui ont annoncé qu'ils allaient candidater auprès de l'ALCAN pour avoir leur propre extension Internet, notamment Unstoppable Domain, qui est un acteur assez connu dans ces éléments-là, avec toute une série de termes qui vont être demandés. Donc, si votre marque correspond à une des extensions Unstoppable Domain, prenez garde, a priori, ils vont candidater pour avoir ce nom-là. Alors, si quelqu'un le fait, vous pourrez, en septembre 2026, donc, émettre des objections, mais comme on disait, c'est juste des objections, des avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Même Amazon a réussi à faire plier les pays autour de cette région géographique. Donc, la vraie solution efficace, c'est finalement de candidater pour avoir son extension quand il y a un risque de ce type-là, même si c'est un coût important, comme on l'a évoqué. Pour terminer, donc un point sur l'impact d'une extension personnalisée sur votre propriété intellectuelle. Clairement, vous allez mettre votre marque à un niveau notoire. Ça va être
vous êtes au même niveau que la Chine, que le .de allemand, que le .fr français. Sur votre portefeuille de nom de domaine, il faudra le fait de dire j'abandonne tous mes noms de domaine classiques, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va recommander parce que des tiers vont être intéressés. Leclerc n'a pas abandonné e-leclerc.fr qui était exploité auparavant, c'est beaucoup trop dangereux dans un premier temps. Il faut aussi avoir en tête que les abus ne vont pas se réduire. Leclerc continue de faire de très nombreuses DRP contre des abus via des noms de domaine classiques. Donc l'importance d'un monitoring pour détecter les nouveaux cas et puis suivre ces cas potentiellement litigieux est toujours aussi indispensable dans votre propriété intellectuelle, même si l'objectif du point marque, c'est bien de faire comprendre aux utilisatrices, aux utilisateurs et aussi à l'IA que c'est un contenu qui est sécurisé, certifié lorsque vous avez votre point marque. Donc voilà ce qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui. On va rester, je vois qu'il y a quelques questions sur les temps de questions et réponses, et puis aussi on voulait vous annoncer des événements communs auxquels on va participer auprès de l'AFNIC dans les prochains mois. Alors il y en a un très important qui a lieu aujourd'hui et surtout demain, qui est le DD Camp Paris. Il y aura les rencontres juridiques de l'AFNIC aussi en septembre. Il y aura également le sommet annuel de l'ICANN qui aura lieu à Dublin, donc en Europe, en octobre. Au mois de novembre, il y aura un autre MDV Camp et à Rennes, et c'est la première fois qu'il y en aura un en Bretagne. Et puis, si on parle de 2026, on connaît déjà les dates du MDV Camp en Alsace, à Strasbourg, et puis le sommet de l'INTA, qui sera lui aussi, c'est chose assez rare pour vous souligner, en Europe cette année, à Londres, donc au mois de mai. Et puis, il y a un événement privé dont vous voulez nous parler. Oui, l'AFNIC organise donc un événement dédié aux représentants de marques et aux marques qui s'intéressent donc au dépôt de leur point marque, qui s'appelle c'est la rencontre annuelle du Cercle des points marques. On publie aussi beaucoup de contenu, des interviews de registres, dont le BNP Paribas qu'on a évoqué, sur notre site web afnic.fr. Et donc notre événement, notre rencontre annuelle a lieu le 15 octobre après-midi à Paris. Et puis la date à retenir aussi, c'est avril 2026 pour le dépôt de sa candidature. Voilà, clairement. Alors, merci à tous pour votre participation. Il y a quelques questions auxquelles on va répondre. Donc, il y avait une question de Anne qui demandait si la présentation sera envoyée. Donc, elle sera mise à disposition donc aux différents inscrits. Et le replay sera également disponible et sera également publié sur notre chaîne YouTube. Une question plutôt pour toi, Cédric. Est-ce qu'on peut mettre un tiret dans un point marque? Exemple, est-ce qu'on a le droit d'avoir un point Coca-Cola ou on peut avoir seulement point Coca-Cola? Eh bien, on peut avoir seulement point Coca-Cola tout attaché. Le tiret fait partie des caractères spéciaux que tu as évoqués, au même titre que le moins, que le plus. Que les chiffres également. Et que les chiffres, absolument. Okay. Même si vous êtes la marque, c'est un exemple, Canal+, c'est PLUS à la fin. On ne peut pas mettre le chiffre plus. Alors, s'il y a d'autres questions, c'est le moment. N'hésitez pas, on laisse cet instant. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de tapoter. On va voir si c'est des questions. C'est en train d'arriver. Bon, en tout cas, merci à tous. D'accord, non, mais c'était juste un remerciement. Très bien. Ben, merci en tout cas à tous pour votre participation. On était ravis d'être dans ce cadre magnifique des locaux de l'AFNIC et puis très bien accueilli en cours. Et puis au plaisir de revoir certains participants peut-être au MDV Camp et aux prochains événements auxquels on participera dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous avons été ravis de partager ce moment avec vous. Très bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous.